Je rappelle qu'il a une grande carrière quand même de scientifique derrière lui, que c'est notre médaille Albert Ier, qui est la médaille la plus prestigieuse de l'Institut océanographique. Donc c'est un chercheur hors norme, très connu. C'est aussi un homme de terrain, puisqu'il a fait plus d'une trentaine de campagnes un peu à travers le monde entier. Et il est l'un des coordinateurs de Tara, cette expédition dont tout le monde sûrement a entendu parler. Eh bien, je ne me reste plus qu'à laisser la parole à notre orateur et à vous souhaiter une excellente soirée. Merci. Merci beaucoup Nadia, trop d'honneur. Ce que ça veut dire, si je peux traduire en français, n'est-ce pas, que j'ai beaucoup vieilli. Donc, c'est la vie, hein. Je dis à mon fils, bientôt c'est à toi. Ok, je ne sais pas si le son est bon. Je n'aime pas du tout me répéter, donc je compte découvrir avec vous des choses que je ne maîtrise pas bien, mais que je trouve très intéressantes. Et donc, je suis ouvert à vos questions et je répondrai jusqu'à un niveau que je maîtrise, mais pas au-delà. Et pourquoi je dis ça? Parce que je me suis dit, vu une certaine situation qui prévaut maintenant dans le monde, qu'on oublie où sommes-nous, où est-ce que nous vivons, d'où vient tout ça. Méduse, c'est un organisme multicellulaire, parmi d'autres. D'où ça vient et comment est-ce qu'on est arrivé là. Donc, je vous remercie d'être venu malgré la grève, moi aussi. Je suis très fier que Jacques Lingois, qui est beaucoup plus spécialisé dans les méduses que moi, que je suis qu'un débutant, et je sais pas une fausse modestie, j'ai jamais travaillé sur les méduses, comme j'ai jamais travaillé sur d'autres choses que j'ai commencé, uniquement parce que je trouve que c'est intéressant. Et le rôle d'un chercheur, c'est de chercher. Et donc, si on peut découvrir en même temps, tant mieux, mais ce qui nous motive, c'est la curiosité. Et je trouve que la nature recèle de tels objets d'intérêt que ce sera dommage passer une vie toujours chercher la même chose ou travailler sur une seule bestiole ou une seule chose. Alors, mais comment ça a commencé tout ça? Comment ça a commencé? On peut baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Parce que ça a commencé dans le noir. Peu importe, imaginez qu'il fait noir. Imaginez qu'il fait noir. Alors, comme disait Coluche, au début, c'était la zone, la dèche. Il n'y avait même pas un troquet. Hein, jusqu'à ce que, il fait noir, hein, c'est noir, jusqu'à ce que la lumière fût. La lumière fut. Alors, Luc Besson, il disait la lumière fut dans un big badaboom dans le 5e élément, mon film de culte. Mais les scientifiques, ils appellent ça Big Bang. Okay? Alors, il y a des évolutions ces dernières années. Les 2 dernières années avaient des découvertes absolument fantastiques qui nous rapprochent de plus en plus et qui nous démontrent que finalement, ces théories qui étaient déjà dans les thèses d'Einstein s'approchent de la vérité. Alors, heureusement qu'on ne sait pas tout, mais on voit que oui, il y avait quelque chose comme cette explosion qui s'est ensuite propagée par une inflation dans les premières secondes de l'univers, ce qui est très intéressant. L'inflation, qui est un événement quantique tellement c'est rapide, ça n'a rien à voir avec notre conception du monde actuel, jusqu'à 380 millions d'années après le début. Et première image qu'on a obtenue, le fond diffus cosmologique, électromagnétique. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, mais une découverte très récente vient nous supporter dans cette idée-là. Je reviendrai là-dessus. Ensuite, la lumière ne pouvait pas s'échapper, donc il y avait une période noire, jusqu'à ce que l'univers se refroidit.
et que s'établit de façon assez grande avec ces nuages d'hydrogène. Alors, vous voyez, nous sommes tous faits de carbone, d'azote, soufre, phosphore et les autres éléments, fer. Mais l'univers pouvait très bien exister uniquement basé sur l'hydrogène. Heureusement qu'il y avait des nuages qui n'étaient pas homogènes, où il y avait un effondrement gravitaire, que je vous montrerai tout à l'heure, et que les premières étoiles sont nées. Et les premières étoiles, cette première génération d'étoiles, c'était des étoiles énormes qui brûlaient très vite, leur durée de vie était très courte, et ils brûlaient tout l'hydrogène qu'ils avaient, et ensuite ils s'effondraient sur eux-mêmes. Et en s'effondrant, les atomes d'hydrogène se combinaient et devenaient des atomes plus lourds jusqu'à créer le carbone et l'azote et d'autres éléments nécessaires pour la vie. Donc, ce qui s'est passé, que cette génération qui a explosé ensuite en s'effondrant en supernova, c'est un terme très important maintenant, il y a des recherches extensives sur les supernovas, parce que c'est ces supernovas en explosant après plusieurs effondrements qui ont distribué des éléments lourds. Donc si nous avons une Terre et si les méduses existent, c'est grâce à des supernovas qui ont pu créer dans leur sein des atomes lourds, comme par exemple le carbone, ou d'autres éléments, et qui les ont distribués dans le monde. Et ces distributions ont duré pas mal de temps, des milliards d'années. Et parce que là, la théorie d'Einstein a déjà été appliquée, et donc la vitesse de 300 000 km par seconde était de mise, donc la distribution devait être lente pour atteindre tous les recoins de l'univers. L'univers est actuellement en expansion, c'est une autre histoire, et on progresse avec l'onde gravitationnelle qui est tout récent et qui nous permet de voir l'inflation. L'inflation, comme d'autres événements cosmiques à petite échelle, c'est une oscillation de l'espace-temps de tout l'univers. Il a oscillé. C'était tellement brusque cette inflation qu'il a oscillé. Et cette oscillation perdure même 13 milliards 700 millions d'années plus tard, en tant que petite vague et en tant que lumière polarisée sur le fond diffus cosmique. Et c'est récemment une équipe internationale, y compris des Français au pôle Sud, qui ont pu démontrer la première image de cette oscillation et qui démontre que l'inflation, donc c'est quelque chose d'hallucinant pour nous parce que c'est une vitesse totalement inimaginable, a bien eu lieu et que les rémanences de cet événement sont visibles jusqu'à aujourd'hui. Voici le fond cosmique diffus. Et ce qui est intéressant par cette image, qui est née 380 000 ans après l'initiation de la vie de notre univers, et que c'est hétérogène. Vous voyez qu'il y a des parties bleues, il y a des parties rouges. C'est déjà démontre la situation des futurs nuages galactiques qui, en s'effondrant sur elles-mêmes, vont créer des amas de galaxies, des étoiles et des terres ou des planètes qui vont graviter autour de ces étoiles. Comment ça se passe? Maintenant, on sait relativement bien. Vous avez des nuages qui se concentrent autour des grumeaux de hétérogénéité. Ces grumeaux-là sont un peu plus lourds, plus denses, donc attirent la matière qui est aux alentours de plus en plus. Et ces nuages-là ensuite remplissent, si la masse est suffisante, un soleil qui, par le poids, la masse, peut engendrer une réaction thermonucléaire en son sein et de briller de toutes ces lumières. En même temps, il y a un disque de poussière, des petits cailloux, ça s'appelle les disques gravitaires, qui des fois génèrent dans le disque même des grumeaux, et ces grumeaux vont devenir des petites planètes, ou ensuite des grandes planètes qui vont nettoyer tout ça parce que vont attirer. Il y aura, comme sur Terre, un bombardement pendant de longues périodes des météorites, des cailloux, tout ce qui était autour, pour
former des planètes. Si la planète est assez lourde, la masse de la planète est assez grande, eh bien, il y a des processus qui permettent de créer un noyau. Dans notre cas, c'est un noyau de fer qui est à 6300 km de diamètre et qui est entouré par un autre noyau qui est, lui, liquide, ensuite le manteau et la croûte terrestre. Alors, ce qui est vraiment spécial dans le cas de notre planète, qui a à peu près 4 milliards 700 années de l'âge, c'est que très tôt, à peu près, je pense, quelques millions d'années après sa formation, est rentrée en collision avec un autre planétissimo, une petite planète plus petite que Mars. Et il y avait une énorme collision qui a arraché à peu près un quart de cette future Terre. La Terre qui tournait à l'époque, c'est un nouveau modèle qui vient d'être proposé, je pense, il y a 2 semaines, et tournait à peu près à 2 à 3 heures un tour, et pas 24 heures. Okay? Donc il tournait très rapidement. L'explosion, donc la collision, a fait libérer énormément de produits terrestres et qui se sont ensuite rassemblés et formé la Lune. C'est pourquoi la structure chimique de la Lune et la Terre sont extrêmement semblables. Et donc, la Lune s'est formée à partir de la collision, à partir du matériel terrestre qui s'est formé comme un nuage autour de la Terre et s'était ramassé par le restant de cette petite planète et qui est ensuite devenue la Lune. Et je vous signale que la Lune est extrêmement importante pour notre vie, pour la vie terrestre tout court. Et je vais vous l'expliquer en 2 mots. C'est par les effets gravitationnels. La Lune a une masse d'environ 1,23 huitième de la masse terrestre et est très proche de la Terre. Par conséquent, l'axe de la Terre reste stable à peu près à 23 degrés, ça oscille entre 21 et 24. Mais c'est comme une toupie qui tourne à 23 degrés à peu près est stable. Et c'est cette stabilité qui permet à la vie de se développer, à la vie structurée, à la vie complexe de se développer. Pourquoi ? Parce que si ce n'était pas le cas, comme c'est le cas à Mars n'a pas de lune, donc des fois l'inclinaison change, et changement d'inclinaison comme sur Mars entre 20 et 60 degrés, ça voudrait dire que Kerr se retrouve au pôle Nord. Donc vous voyez, un basculement comme ça engendrera des catastrophes majeures et la vie évoluée ne pourra pas être présente sur la Terre. Par contre, vie non évoluée, bactéries, protistes ou d'autres choses, oui. Donc, on a vu que le couple Terre-Lune, c'est une spécificité nécessaire pour la vie développée, donc ça diminue autant l'évolution d'autres planètes parce qu'à nous de regarder des couples. Alors, ce couple-là, bien sûr, influence la vie, les marées influencent la vitesse de la rotation de la Terre, la Lune, les marées, tout ça, la sève, le sang, la saisonnalité, tout vient de là. Et c'est indispensable, le couple Lune-Terre est indispensable. Alors, la Lune s'éloigne de 3,5 cm tous les ans. À un moment donné, dans quelques 2-3 milliards d'années, la Lune sera tellement éloignée qu'en effet, la Terre va redevenir, comme Mars, difficilement contrôlable. Une autre question, une autre importance, et notamment pour les méduses, c'est l'eau. Il y a une distance de Soleil où l'eau peut être maintenue sous forme de liquide. Donc là, la Terre remplit parfaitement la fonction. Mais la question est d'où vient l'eau ? Parce que quand il y avait le disque de poussière, avec la chaleur du Soleil, souffle
du Soleil, il n'y avait quasiment pas d'eau. À la naissance, la Terre recelait très peu d'eau, et notamment très peu d'eau libre. Eh bien, ça vient des météorites, ça vient de l'espace. Toute eau qu'on a vient de l'espace. Et jusqu'aujourd'hui, on reçoit de l'espace à peu près 30 000 tonnes d'eau par an. Jusqu'aujourd'hui. Okay? Donc on a un système relativement ouvert. On reçoit l'eau, on reçoit du carbone de l'espace, et parce que les éléments légers ont été, par différents processus dus au Soleil, soufflés vers les extérieurs. C'est pourquoi les planètes gazeuses sont à l'extérieur et les planètes telluriques, donc qui ont un sol dur, sont proches du Soleil à l'intérieur. Mais les éléments comme silice, les éléments légers viennent surtout de l'espace par différents processus qui sont maintenant connus et atterrissaient sur Terre. Maintenant, Jupiter, Uranus nous préserve des impacts majeurs des météorites. Et quand même, rappelez-vous le météorite qui a tué il y a 65 000 millions d'années les dinosaures, la population des dinosaures. Donc on n'est pas à l'abri des événements qui changent totalement la vie sur Terre. Si ce météorite n'était pas tombé à 65 millions d'années, il n'est pas sûr que nous serons là, discutailler là-dessus dans cette magnifique salle, parce que 90% de vie a disparu lors de cet impact, et donc les mammifères pouvaient reprendre ensuite le flambeau que tenaient fièrement les dinosaures. Alors, afin de comprendre comment est-ce que les océans fonctionnent, il faut comprendre comment fonctionne la Terre. Vous avez ici le noyau. Ici, le noyau est à peu près à 5000 degrés Celsius. Là, vous avez du liquide. Et ce liquide est aussi à 5000 degrés ici et à peu près à 3700, si ma mémoire est bonne, 2900 en haut. Qu'est-ce qui se passe ? D'où vient la chaleur de la Terre? Vient de noyaux où il y a des réactions radioactives. La radioactivité est forte et elle ne peut pas s'échapper. Donc l'énergie radioactive se transforme en énergie thermique. Donc les réactions radioactives chauffent le noyau. Si on ne peut pas évacuer la chaleur, à un moment donné, la Terre explose. Alors, comment on évacue la chaleur? C'est comme dans des radiateurs caloporteurs. Le liquide visqueux monte avec, c'est chaud, donc c'est moins dense, monte vers le haut. Quand il se refroidit, il est plus dense, il descend. Et c'est ce que vous voyez ici sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est la raison des mouvements des plaques terrestres. Okay? Donc, quand on connaît le processus, et on peut connaître alors le passé et on peut connaître l'avenir. C'était la Pangéa, il y a 200 millions d'années. Vous voyez, les continents ont été rassemblés. Là, c'est la situation de maintenant. Et on sait que dans 200 millions d'années, voici comment les continents terrestres vont être. Tout ça, c'est ce mouvement des plaques et cet constant refroidissement du noyau font que les continents bougent et que les continents emprisonnent des masses d'eau. Et ces masses d'eau eux-mêmes se chauffent, se refroidissent et circulent. Et cette circulation est contrainte par les continents. Par exemple, l'isthme de Panama, ici, s'est fermé il n'y a que 5 millions d'années. Et ça a changé totalement la circulation dans les océans. Okay, vous voyez ici la circulation thermohaline. Bleu, c'est profond et rouge, c'est superficiel. Eh bien, la circulation ancienne était totalement différente parce qu'il y avait un contact direct entre l'Atlantique et le Pacifique. Et ici, vous voyez les différentes plaques et les bordures de ces plaques correspondent à ces points rouges qui sont les tremblements de terre recensés. Vous voyez que ça démontre très bien le mouvement de la tectonique des plaques. Et là, vous voyez la circulation dont sont tributaires les méduses qui font partie du plancton
Du zooplancton, ça veut dire des organismes dérivants, des organismes qui dérivent avec ces courants. Et c'est ces grands gyres que nous sommes allés explorer avec Tara Océan pendant 2 ans et demi. On a fait en effet l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, tous les grands gyres pour savoir quelle est la différence entre elles. Alors la vie a commencé assez rapidement. Et c'est très intéressant. On s'approche maintenant très fortement à la compréhension comment la vie, comment la première cellule est née. On ne sait pas encore bien, mais on est en possession de majorité des mécanismes. Alors l'ADN, il s'avère, et c'est aussi très récent, que c'est la RNA, ANR, l'acide ribonucléosamique qui peut agir comme précurseur génétique et peut remplir des fonctions génétiques, donc autoréplication des organismes simples. Donc on pense que les protéines et ensuite RNA qui a été à la base de la vie des premiers organismes autoréplicants. Et vous voyez que la vie a débuté assez tôt. Si ici c'est le début, là c'est 4,6 milliards. La Lune est juste là, la formation de la Lune est juste là. Les premiers organismes qui étaient des unicellulaires sans le noyau ont commencé leur apparition un milliard d'années après la formation de la Terre. Leur règne était long et ces premières bactéries qui étaient dans un milieu anaérobique sans oxygène ont développé assez rapidement les capacités photosynthétiques. Ça veut dire transformer le minéral en vivant ou en organique. Ça veut dire utiliser le CO2, les éléments nutritifs comme azote, phosphore et d'autres, et l'énergie solaire pour construire dans leurs cellules les protéines, les glucides et les lipides, sucre et des graisses. À partir de là, il y a tout le système, puisqu'on attendra les mangeurs, les brouteurs de ces organismes comme nous sommes maintenant quand on mange la salade. C'est exactement ça. Mais ces organismes-là, les stomatolites, etc., régnaient pendant 2 milliards d'années sur la Terre. Et on a maintenant des dépôts rocheux clairement établis. On sait même quelles espèces c'était. Et il y a encore des individus, des organismes qui sont visibles près des côtes, notamment en Australie de l'Ouest. Et donc, il fallait attendre 2 milliards d'années pour que les organismes à noyau apparaissent, et ensuite encore plus pour que les organismes multicellulaires apparaissent. La vie sur Terre a commencé très tard. Ça a commencé que quelque part, l'Inde, c'est le jaune, à peu près 500 millions d'années, quand l'oxygène dû à la photosynthèse a permis, ainsi que l'ozone, a permis la vie sur Terre. Et vous voyez que les animaux marins ont commencé il y a à peu près 600-700 millions d'années. Parmi les premiers étaient bien sûr les méduses, qu'on considère à peu près, Jacqueline, tu me corriges, 585 millions d'années. En tout cas, c'est ce que j'ai lu dernièrement, parce que c'est difficile à établir, bien sûr, d'autant plus que les méduses laissent très peu de fossiles. Et donc, les mammifères, 200 millions d'années, les dinosaures, ils ont disparu à 600, et l'homme, 200 000 ans, ici, les hominidés. Donc, si on prend ça comme une journée, la Terre était créée à minuit, à 0 heure. Les organismes qui sont sortis, les organismes pluricellulaires à 9 heures le soir, et on est sorti vers 10h, 11h le soir, 10h sur la Terre, et l'homme est né à peu près 4/10 de seconde avant minuit. Donc on est très récent,
et on veut tout avoir et on veut tout comprendre. Et c'est hallucinant la vitesse avec laquelle on comprend. Ces 200 dernières années, c'était une courbe exponentielle, ça veut dire ça monte de façon extraordinairement rapidement les connaissances qu'on a. Malheureusement, il y a un découplage entre les connaissances et entre l'action. Comment nous agissons par rapport à ce qu'on pourra connaître, puisque les connaissances sont là, mais malheureusement qu'une petite fraction de l'humanité bénéficie, c'est le problème de l'humanité. Les méduses. Alors, peu de fossiles. Là, vous avez un fossile vieux d'à peu près 500 000 ans. Déjà, on voit que la structuration était avancée et proche de ce qu'on connaît maintenant. Et on a plusieurs fossiles très intéressants. Puis les études et observations de méduses ont démontré que ce sont des organismes qui depuis 585 ans s'adaptent à leur environnement marin de façon extraordinaire. Ici, ce sont des lacs salés de Palau. Ces méduses-là abritent les cellules photosynthétiques, donc ils se nourrissent de la photosynthèse comme les algues, et assez intéressamment, ils suivent le soleil, se regroupent, et selon l'éclairage des rayons de soleil, toute la population migre et fait le circuit avec le soleil pour être exposée au soleil. Alors les méduses n'ont pas de cerveau. Comment est-ce qu'ils peuvent décider que c'est ce qu'ils veulent? Le soleil, pourquoi? Ce sont des grands mystères qui font penser que des petits événements, et on parle maintenant de l'épigénétique, les petits événements peuvent s'ancrer très rapidement, très profondément au sein des populations qui les perpétuent. Et il ne faut pas des cerveaux pour ça, pour s'adapter. Et les méduses sont un exemple d'adaptation. Mais les méduses se reproduisent également et de façon extrêmement efficace. Et donc, vous voyez que, vu le fait que nous prélevons leurs concurrents, avec le prélèvement des concurrents, ça veut dire des poissons qui mangent la même nourriture qu'elles, avec ce prélèvement, on prélève automatiquement parce que les filets les prélèvent également leurs prédateurs. Et le fait est qu'on leur offre une niche avec beaucoup de nourriture, peu de mortalité, et donc ce sera bête qu'elles ne s'emparent pas de cette niche-là. Et nous sommes maintenant dans une situation où ces grandes méduses, Nemura au Japon, ou celle bleue, Ropilema, qui a traversé le canal de Suez apparemment et est en train d'envahir la Méditerranée, ou des autres méduses, et notamment Pelagia nautica chez nous en Méditerranée, prolifèrent. Eh bien oui, c'est normal, c'est la loi de la nature. Et je donnerai une hypothèse à la fin qui vient malheureusement pas de moi, mais qui est très intéressante. Leur cycle de vie est aussi très adapté à leur milieu. Il y a 2 cycles de vie. Au large, la reproduction se fait en émettant les gamètes, les œufs et les spermatozoïdes directement dans l'eau. Et après la fertilisation, il y a un processus de croissance larvaire jusqu'à l'adulte. Nous, on travaille au laboratoire sur ces méduses-là. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on n'arrive pas à la tuer. On peut la piétiner, je ne sais pas, maltraiter, parler mal avec elle. On n'arrive pas à la tuer. Cette méduse-là, même des larves, peuvent rester un mois sans nourriture aucune. Et ça reprend après. Ça se rétrécit et redémarre. Et on a maintenu, maintenant on arrive à peu près à 2 ans
de durée de vie. Et dès que les conditions sont bonnes, ça augmente d'un jour à l'autre. C'est un organisme hyper adaptable à son milieu, ainsi qu'aux conditions négatives de l'environnement. L'autre façon de survivre est par une phase benthique, ça veut dire base de fond. La méduse relâche des œufs qui se fécondent et ça donne une planula, une larve qui se fixe sur le fond et donne une colonie où il y a des cellules urticantes, estomac, ça pêche immédiatement le petit plancton et également ça forme des petites méduses par bourgeonnement comme empilement des assiettes, qui, dans de bonnes conditions, sont relâchées et il y a tout de suite de petites méduses qui grandissent ensuite. On sait qu'il y a beaucoup de méduses dans les centrales de désalinisation ou de centrales électriques où il y a l'eau de refroidissement qui sort chaud. Même dans la mer Rouge, qui est très chaude. On remonte encore la température et il y a une pullulation des méduses. Il y a une hypothèse, et là aussi je parle sous l'œil vigilant de Jacqueline, qui disent, ces hypothèses, que ces colonies qui sont très sensibles à la température ne distinguent plus, puisqu'il fait toujours chaud. Donc, elles sont capables, une colonie, elles sont capables de relâcher tout le temps des méduses. Donc, il y a tout le temps des méduses, et pas seulement pendant certaines périodes. Et c'est pourquoi il y a ces pullulations de méduses autour des sources chaudes humaines, d'activités humaines. Je vais vous présenter là deux films de Christian Sardet. Ce sont des petits clips de 2 minutes. Et celle-ci est sur Clitia, qui est une méduse que nous, on élève maintenant à Villefranche, qui est un modèle animal. Et qui va vous expliquer tout ça. Voici Clitia hemispherica, une microméduse qu'on peut trouver dans tous les océans du monde, à condition de bien ouvrir l'œil. Elle ne mesure que 5 à 20 mm. Cette jolie gélatineuse est appréciée des laboratoires parce que les chercheurs parviennent à contrôler tout son cycle de vie. Pour leurs expériences, ils peuvent même la modifier génétiquement et son ADN sera bientôt entièrement décrypté. Clitia naît d'un polype, un sac gélatineux muni de tentacules et fixé sur une algue, un rocher ou un coquillage. Elle vit en colonie et se nourrit en rabattant la nourriture vers sa bouche à l'aide de ses tentacules. De petits bourgeons se forment au bout des polypes et prennent la forme de minuscules méduses. Quand elles sont prêtes, les clitias se détachent et se laissent dériver. Chaque jour à l'aube, un œil attentif peut être témoin d'une étrange effervescence. Sous l'ombrelle gélatineuse des clitias mâles et des clitias femelles, de petits sacs libèrent des spermatozoïdes ou des ovules. L'œuf fertilisé se transforme alors en larve planula, qui glisse, mue par une fine couche de cils. Son but, c'est de trouver un support pour se fixer et former une nouvelle colonie de polypes.
Oui, donc ces méduses sont des sociétés où un individu qui forme une société se nourrissent ensemble, c'est une colonie, donc distribuent leur nourriture aux différents membres de la colonie quand sont attachés sur un substrat. Et donc, on revient à la base de l'écosystème. Donc, vous voyez que le requin redescend à l'échelle alimentaire, ou bien on remonte vers le requin, c'est comme vous voulez. La base, c'est le... Est-ce que ça marche? Ça marche. Oui. Donc la base est le phytoplancton, dont se nourrit le zooplancton, et donc les poissons. Et vous voyez ici la chaîne alimentaire classique. Ce qui se passe, c'est que cette chaîne alimentaire classique est perturbée. Là, vous voyez des images au même endroit, à distance, bien sûr, des années. Vous voyez, c'est sur les quais au sud de Floride, aux États-Unis, où la pêche était au gros en 57. C'était encore pas mal en 80. Regardez ce qu'ils ont pêché en 2007. Et pourquoi? Parce que les zones de pêche en rouge étaient relativement peu nombreuses, fortement exploitées ou surexploitées en 69. Actuellement, tout est rouge. En 99, hein, je ne vous dis pas maintenant. Donc maintenant, on dit qu'il y a une amélioration de la population du thon en Méditerranée, parce qu'en effet, on pêche beaucoup moins en Méditerranée nord-occidentale en tout cas. Ce n'est pas le cas encore en Méditerranée sud. Donc, ce qui se passe avec la chaîne alimentaire, c'est que la surpêche diminue la taille. En diminuant la taille, on enlève les prédateurs. En enlevant les prédateurs, on déséquilibre le système. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de matière organique qui va en déséquilibre également le système benthique. Et donc, on ouvre la niche pour d'autres organismes. Et ces d'autres organismes, ce sont des méduses. Donc, c'est totalement logique que quelqu'un occupe... la nature a horreur du vide, donc c'est normal que la nature occupe cette place-là. Or, nous avons suivi, et la première la pionnière était Jacqueline Goy, qui a fait un travail remarquable qui est cité jusqu'aujourd'hui partout, qui a suivi l'évolution, à partir de la littérature et des données, l'évolution, le cyclique des méduses, et c'est la Pelagia noctulica en Méditerranée, depuis 1880 jusqu'à 1980, 200 ans, 100 ans, 200 ou 100 ans. Vous voyez que les cycles sont à peu près à l'intervalle entre 10 et 14, 15 ans, donc moyen à peu près 11 ans. Et nous avons continué et on voit que ces derniers temps, notamment depuis mi-90, il y a une recrudescence de présence, puisque vous avez l'alternance de présence et absence, et ici on a quasiment que la présence depuis une bonne... maintenant on a dépassé 15 ans, carrément. Et donc Nadia vous a dit qu'elle a vu une Pelagia récemment. Nous avons eu un super arrivage il y a 3 semaines à Villefranche. Heureusement, parce qu'on a des chercheurs américains qui sont venus spécialement travailler sur la Pelagia. Donc ils ont assez de matériel. Par contre, avec les bateaux, on était récemment justement avec Tara, qui est dans les parages. On est allé voir il y a 3 jours de nuit au large. Et on a vu, mais pas énormément. Donc, ce sera très intéressant de voir, et c'est généralement ce qu'on prévoit, qu'il y aura une décroissance de méduses cette année. Ce sera très intéressant de voir est-ce que c'est vrai ou non. Donc, comme vous voyez, ces derniers temps, et c'est pourquoi on en parle beaucoup, parce qu'en effet, il y avait beaucoup, et il y a beaucoup plus des gens sont beaucoup plus focalisés sur la question. Il est difficile de dire est-ce que la Pelagia, elle est là pour toujours, beaucoup ou non. Alors, je vais vous montrer pourquoi est-ce que Pelagia fait mal.
C'est toujours Christian Sardet et ses chroniques de plancton. Par contre, je ne vois pas le son. C'est dommage, mais il n'y a pas de son. On avait du mal à ramener ce clip. Donc, je vais accompagner. Pelagia noctiluca vit très bien en banc. Et comme vous voyez, les tentacules sont très longues. Ça peut aller jusqu'à 4 mètres. Et vous verrez dans la nature, dans la séquence suivante, comment est-ce que les tentacules se distribuent dans la mer. Vous voyez là les flèches qui sortent à une très grande vitesse de tentacules, à une très grande quantité. Et ces flèches viennent des capsules où il y a une toxine neurotoxique qui anesthésie les proies. Comme vous le voyez ici, là, c'est des alevins qui sont très vite ingérés. En effet, les pélagias n'ont pas la sensation de satiation. Elles se nourrissent en continu, elles vident leur estomac en vomissant quand l'estomac est trop plein, le sac gastrique, et continuent à manger. Donc, il n'y a pas d'arrêt en consommation du plancton. Et l'évolution est, comme je vous ai dit, typique dans l'eau. Il y a la larve, il y a l'œuf fécondé, ensuite larve planula, qui se développe en petites larves et des petites méduses. Et dès que les méduses sont petites, elles peuvent déjà capter la nourriture et de la consommer, même plus grande. Des crustacés qui ne rentrent pas entièrement dans la bouche sont digérés partiellement. Donc, ces pélagias-là font qu'on se ridiculise totalement parce qu'on a tellement peur de se faire piquer qu'on transporte nos baignoires dans la mer. Donc là ces pauvres gens se baignent dans un filet, quasiment dans un filet de pêche. Donc on a inversé la nature, comme Nadia a dit tout à l'heure. Donc, afin qu'on puisse gérer les flux touristiques, afin qu'on puisse aider aux communes du littoral, afin qu'on puisse influencer la politique de gestion du littoral, nous avons décidé de essayer mathématiquement, via des modèles qui incluent toutes les connaissances du milieu et la biologie, de prédire les échouages de méduses. Il y avait 2 projets. Un qui s'appelait Jellywatch a été financé par la région et l'autre qui était financé par le Conseil général qui est Medazur. Dans le premier, nous avons surtout travaillé la biologie et là, vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, la courbe de croissance de la méduse. Ici, elle était déjà relativement grande après 1 an et 4 mois. Elle a diminué, elle a rétréci parce qu'on n'a pas eu la bonne nourriture. C'était une période où le plancton n'était pas celle qui soutenait bien la méduse. N'empêche qu'elle a survécu et on a arrêté l'expérience parce qu'on avait marre de venir chaque samedi et dimanche au laboratoire, chaque soir travailler là-dessus et les étudiants étaient obligés d'écrire leur thèse. Donc, avec Jellywatch, nous avons fait des assez grands progrès en connaissance de la biologie de la méduse. Ces connaissances, on a mis en œuvre pendant le projet Medazur, qui est dans le titre de cette présentation, et donc qui était financé par le Conseil général. Il y avait 2 sites, et on a donc utilisé les modèles pour prédire les échouages. Comment est-ce que ça marche ? Nous avons tout d'abord basé notre étude sur le champ. On sortait avec différents bateaux, notamment des bateaux des associations. Ici, c'est le bateau de l'association Expédition Med. C'est une association de sciences participatives où il y a des éco-volontaires et des scientifiques à bord. Et ça marche, cette année, ce sera 4e année. Et ça marche tous les juillet-août, toutes les périodes estivales, qui sont les plus propices pour suivre des méduses parce que la mer est calme
et la migration verticale est bien visible. Il faut savoir que ces méduses-là remontent chaque soir des grandes profondeurs et notamment à la couchée de la Lune. Quand la Lune, et pour ça, pour nous, le calendrier lunaire est très important. Quand la Lune se couche, la mer se boursoufle. On voit sur la surface carrément les cloches de méduses, les ombrelles de méduses. C'est comme si la mer était boursouflée. Et donc, on peut véritablement suivre, filmer, etc. et avoir une idée sur la distribution. Donc, on a aussi fait des appareils pour ça et on a effectué des suivis en mer. Et vous voyez un petit peu en temps réel qu'est-ce que ça donne les méduses et les tentacules qui sont là 4 ou 5 mètres longues à côté du bateau. Donc, dans certains cas, il y avait tellement de méduses que je déconseille quiconque de se baigner au large, c'était au large, car il ne sortira pas indemne de l'eau. Donc, avec ces méthodes-là, on a assez bien déterminé la distribution des méduses. Donc, on a pu commencer nos calculs et nos modèles. Vous voyez ici, on a mis des cartes des sorties, là où les ronds sont plus grandes. Ça veut dire qu'il y avait pas mal de méduses. Et où il n'y a rien du tout, il n'y avait pas. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre le large et le côtier. Là, vous voyez une année, un été, et là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup au large, un peu moins sur les côtes. Donc, comment ça se fait qu'on voit tellement de méduses quand la majeure partie se trouve au large? Une autre observation, c'est qu'en 2013, il y avait une très grande augmentation de l'abondance moyenne sur cette section qu'on faisait entre Nice et Calvi, mais qu'on arrêtait au milieu de la mer Ligure. Donc, on s'est donné comme principe de travailler sur la biologie de l'organisme, sur leur écologie et distribution, et sur le transport par les courants, par le vent et les échouages. On a fait ça en étudiant leur longévité et leur fertilité. Leur abondance au large, on a considéré que c'est la source, population source. Et on a également pris en compte le rôle du vent et du courant, le courant ligure, qui est à l'origine de l'hétérogénéité spatiale. Donc les méduses ne sont pas distribuées de façon homogène, mais par paquets, des fois plusieurs par mètre carré. Ce sont vraiment des essaims. Ça, on a étudié au laboratoire, mais également par suivi sur le terrain. Là, on a fait des prélèvements en mer. Et ici, on a utilisé les différents résultats des satellites ou la courantologie et des modèles disponibles pour la Méditerranée. Donc, comme vous voyez, le courant ligure, si vous venez à Nice, entre Nice et Calvi, il existe un courant qui naît quelque part ici et ensuite qui se referme. Il naît par l'apport de la mer Tyrrhénienne et qui coule très fortement entre Gênes et jusqu'aux Baléares. Ce courant, ce n'est pas comme une rivière, il n'a pas un lit, il oscille comme un élastique qui est attaché au mur. Et cette oscillation le rapproche ou l'éloigne des côtes. Okay, donc, il est très important de savoir où se trouve ce courant parce qu'il transporte des populations de méduses. Donc là, vous voyez Antibes, ici c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat, ce sont des doigts qui sortent en mer et qui font l'office d'accumulation des méduses. Alors, on avait beaucoup de mal quand on a fait ce programme parce qu'il y avait des campagnes qui, disons, nous contredisaient
et on s'est battu dans les journaux parce qu'il est clair que pour la ville comme Antibes, de dire attention, il y a une possibilité d'accumulation de méduses ici, c'est néfaste. Donc il ne voulait absolument pas qu'on en parle. Et donc le résultat, vous saurez tout à l'heure. Mais j'étais très heureux parce que chaque année, il y a des instituts et des journaux qui font impartialement relever des méduses. Et Antibes a été, et en 2012 et en 2013, déclarée comme la ville la plus impactée par les méduses. Donc, indirectement, ça nous a donné raison. Alors, les courants, c'est quelque chose qu'il faut absolument tenir compte. Et, vous verrez tout de suite comment ça se passe ici. Ouais. Regardez la mer, c'est hyper compliqué. Et quand vous voyez la Méditerranée, voilà la botte italienne, les différents courants qui sont relativement constants. Vous voyez, les tourbillons restent sur place, ça bouge relativement lentement, mais la distribution sur la surface de l'eau est très complexe. Il y a des rivières et il y a des tourbillons. Et on est là, chez nous, vous voyez le courant Ligure qui est très fort et qui coule le long les côtes, et notamment Riviera française, Côte d'Azur, où on n'a pas de plateau continental, donc on a la mer profonde immédiatement. Vous voyez que les courants sont proches des côtes. Et donc la question est pénétration au travers des courants de ces méduses. Nous avons pris en considération, et je vais vous montrer tout à l'heure, et monté des indices, comme ici, des indices d'échouage de différentes couleurs, et on a donné des risques quotidiennement. C'était mis dans le journal local comme Nice Matin, etc., quotidiennement pour les différentes parties de la côte. Et à ma grande surprise, j'ai compris qu'il faut faire très attention. Il y avait un sondage dans Nice Matin où 60 ou 70% des lecteurs de Nice Matin consultaient la météo méduse avant d'aller se baigner à la mer. Donc il y a quand même une responsabilité. Et ce que nous avons fait, on a contacté toutes les communes et on a proposé leur distribuer à l'avance l'information afin qu'ils puissent informer les plages et offrir des activités ou prévenir les maîtres nageurs sauveteurs, mais offrir des activités alternatives. Et l'idée était que les plages collaborent, parce que s'il y a une plage qui est exposée, il y a également des plages à l'abri. Donc on peut, de façon judicieuse, de distribuer les baigneurs de telle façon qu'ils ne soient pas piqués. Simplement, le problème est qu'il y a toujours l'argent en jeu. Donc les plages qui devraient fournir des activités alternatives ne veulent pas se priver des baigneurs et ils préfèrent de ne pas dire et leur prodiguer le soin plutôt que les prévenir. Donc, je ne savais absolument pas tout ça. On est rentré dans cette histoire avec tête baissée, avec la bonne volonté. Finalement, ce n'était pas évident au niveau sociétal. Donc, on utilisait et on utilise toujours des données nationales, Prévimer, qui nous informent quotidiennement des courants vus à partir de l'espace et à partir des automates, des robots qui sont distribués dans l'eau. Donc on peut utiliser ces données-là, ensuite prélever et suivre avec nos bateaux les données, et à partir de là, établir les équations mathématiques qui nous permettent de dire à quelle distance de la côte était le courant Ligure. Vous voyez, ici, c'est je ne sais même pas si c'est 2013, oui. Vous voyez qu'au début de l'été, le courant était très loin, à 40 km ou 50 km des côtes. Ensuite, à la fin de l'été, le courant s'est rapproché. On voit également s'il était fort, il était faible. Dans cette période-là, il est possible que la pénétration ait lieu des essaims de méduses. Donc on a fait un système opérationnel qui prenait en considération des différentes données par des grands instituts qui sont là, comme Météo France, qui sont là pour récupérer les données et les distribuer. Et on a établi les forces de courant, le vent, etc. Et à partir de là, on a déduit, je vais vous montrer comment, le risque régional, le risque local moyen, et on a publié quotidiennement des résultats.
Donc vous voyez ici un résultat des modèles. Là, on a injecté les particules, donc les méduses. On a calculé les courants, le vent de nuit uniquement, qui transporte les méduses. Et on a prévu, vous voyez la date qui défile ici, les échouages. Où est-ce qu'il y aura des échouages, où est-ce qu'il n'y aura pas, et quand est-ce qu'il y aura, et quand est-ce qu'il n'y aura pas. Là, je vais vous faire défiler tout ça, mais nous prévoyons une semaine à l'avance, et ensuite, chaque jour, on ajustait et on améliorait le modèle afin qu'il puisse être le plus fidèle possible en ce qui concerne la distribution. Donc vous voyez, ici c'est un résultat d'un calcul mathématique qui prend en compte les données de courantologie, des données de météorologie et biologie également des méduses. Et donc on a contacté les différentes municipalités qui voulaient absolument jouer le jeu avec nous. Donc, on leur distribuait l'information et eux, de leur côté, voyaient avec les MNS. On a eu une relation privilégiée avec Monaco d'ailleurs, depuis déjà 20 ans, et vous verrez tout de suite. Donc, avec les MNS qui remplissaient des feuilles pour nous, et ça nous permettait donc de valider nos données. Et voici les données qu'on obtenait. Alors, je n'ai pas montré ici Monaco, mais Nice et Antibes. Donc, on voyait le résultat de notre travail est quand en moyenne le risque sur toute la région de Côte d'Azur, ça ne marche pas. Il y a une telle disparité entre régional ou local, il y a une telle disparité locale que ça ne peut pas marcher. Par contre, quand on tient compte de risque local, ça veut dire uniquement Nice, alors on voit que ça correspond relativement bien et avec les soins prodigués par les SMS et avec certains retournements de vent qui permettent de pousser les essaims vers les côtes. Antibes, c'est encore mieux. Pourquoi ça ne montre pas? Je ne sais pas si vous voyez ici des petits traits roses. Il y a des petits traits roses, il y en a 6. Et ça montre que les pics correspondent, qu'on a une assez bonne prévision en local en ce qui concerne l'arrivage des méduses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ici en bas, quand vous voyez la différence locale. Donc, les échouages à Beaulieu sont totalement différents des échouages à Nice. Tandis que Nice et Antibes, en grande partie, sont relativement similaires. Il y a des événements qui sont bien sûr lieu à Antibes et pas à Nice, mais Beaulieu était complètement séparé de tout. Donc il faut travailler véritablement sur un niveau local, et on l'a réussi parce que quand on travaillait au niveau local, les prévisions étaient bonnes. Donc on a fait les prévisions en 2013. Publics ont donné des prévisions générales parce que les communes nous ont demandé de ne pas donner des prévisions détaillées afin de ne pas perturber le travail des plages. Et pour les communes, on envoyait des données détaillées. Alors, le bilan était que les observations de nuit nous ont permis d'ajuster bien le modèle, que pendant 2012, mais surtout 2013, la grande partie des méduses était au large. Il y avait énormément de méduses, énormément, mais au large parce que le courant liguro-provençal a formé une barrière et que rarement les grands essaims ont percé cette barrière. Et notamment, ils ont percé ça au début juillet, au début août. Le système de prévision a été opérationnel tous les jours et on a réussi de prévoir entre 60 et 80% des échouages. On a amélioré notre modèle par rapport à notre expérience de 2012 qui était moins bon. Et donc, ce qu'on a prévu pour cette année, d'arriver jusqu'à à peu près 80%. On a réussi à se lier avec 12 partenaires et pas 6. Et on a installé des radars à Saint-Jean-Cap-Ferrat et à Saint-Raphaël
qui, s'entrecoupant, nous donnent une très grande définition des courants de surface. Donc tout ça est très positif. Je considère qu'on a réussi et qu'on peut véritablement développer un moyen de prévision des échouages, pas seulement des méduses, mais tout ce qui flotte. C'est la même chose pour le plastique ou autre chose, si on a également une validation en mer. Et malheureusement, ça n'aura pas lieu, parce que on n'a pas eu le financement demandé pour cette année. Alors, je pense qu'il y avait des discussions fortes. Le Conseil général voulait continuer le financement, mais je pense que les communes, sous pression de certaines communes qui ne voulaient pas apparaître comme plus impactées que d'autres, n'ont pas voulu jouer le jeu. Et donc, on arrête cette année cette prévision. Et je suis très heureux que le modélisateur dont le salaire dépendait de ça a trouvé un autre travail ailleurs. Et c'est un travail des spécialistes, donc on ne fera pas. C'est dommage. Maintenant, c'est dommage et ce n'est pas dommage. On a démontré que c'est faisable. Je me considère là-dedans comme dans d'autres domaines qu'on a initiés à Villefranche et qui ont réussi, comme un ouvreur alpiniste. On ouvre des voies nouvelles. Une fois les voies nouvelles, les gens emprunteront ces voies-là. Et ça, c'est une voie nouvelle qui, à mon avis, est payante et qui peut rendre service. Maintenant, peut-être il faut le considérer sous un autre aspect socio-économique. Il faut trouver une bonne formule qui satisfasse tout le monde, qui sera utile pour le public, mais également pour les communes, également pour les professionnels. Ce n'est pas aussi évident que ça parce qu'il y a beaucoup de contradictions là-dedans, surtout si on veut le gain immédiat. Parce qu'on peut développer, et j'ai participé à des réunions avec les décideurs, ils étaient accessibles à cela. On peut développer une politique qui prend en compte les exigences de chacun et qui développe une vision stratégique à plus long terme. Mais l'immédiat prévaut actuellement et les gens ils disent non, il ne faut pas en parler, on va les soigner et voilà, ce n'est pas nécessaire. Donc, on a arrêté. Donc, retombées qui sont tout à fait positives, c'est qu'on a eu quand même des prévisions locales, ça veut dire détaillées sur toutes les plages de cette partie du littoral français, qu'on améliore constamment les indices de fiabilité et donc on améliore la prévision, qu'on a amélioré également l'instrumentation, les radars sont vraiment un grand pas en avant et que les cartes sont collectées par un effort collectif des éco-volontaires de façon systématique. Donc on a maintenant une base de données qu'on pourra utiliser dans le futur et qu'on fait également un approfondissement des connaissances pour le grand public sur ces sites-là. Donc on a joint beaucoup d'informations. Alors, j'arrête maintenant avec la prévision des méduses. Vous savez ce qu'on sait faire, vous savez le point où nous sommes maintenant. C'est à la nouvelle génération de prendre le relais politique et scientifique. Mais à votre avis, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Les méduses vont envahir tout, la mer deviendra gélatineuse. Eh bien, je vous donne, on n'en a pas parlé avec Jacqueline, je vous donne mon impression personnelle. C'est qu'on voit, puisqu'on sort beaucoup en mer, on va tout le temps suivre les méduses, on voit de plus en plus de prédateurs de méduses, et notamment les poissons-lunes, qui sont des bons consommateurs de pélagia, et ça se voit sur leur peau, qui dans certaines parties devient rouge. Donc, passé, on avait beaucoup de grands poissons, des grands prédateurs, du thon, tout ça. C'était la grande période très, très idéale où on mangeait le poisson pas cher. Ensuite, on a diminué la taille, c'est le présent. Vous voyez, il y a beaucoup de méduses. Il y avait beaucoup moins ici. La taille et la diversité de poissons a diminué. On est là maintenant. Et on va peut-être venir ici où il y aura d'autres poissons
qui se nourrissent du gélatineux, parce que le gélatineux, c'est le proie pour certains organismes de prédilection. Donc il n'y a aucune raison, quand il y a la nourriture, qu'il n'y aura pas de prédateurs. Donc je suis, par rapport aux mesures qu'on a fait à la quantité de poissons qui consomment justement les méduses, c'est une augmentation. Peut-être le futur, ce sera là. Mais alors ces poissons-là ne sont pas bons pour la consommation humaine. Il y a un prix à chaque chose, c'est comme ça. Mais il est vrai que la nature s'autogère, la nature peut rétablir les équilibres et que peut-être l'équilibre est que le poisson va revenir. Ceci dit, la quatrième phase, c'est peut-être, on bouclera la boucle et alors on pourra peut-être apprendre de cette expérience et mieux gérer nos stocks. Et alors revenir vers une situation relativement saine et relativement favorable pour nous. Et donc, que faire avec les méduses maintenant? Eh bien, on cohabite. Il faut cohabiter, parce que c'est la nature. Hein, on ne va pas détruire la nature. C'est ridicule, parce qu'après, on va rentrer dans une diversité uniquement basée sur les bactéries. C'est ce qui se passe dans l'Adriatique périodiquement. On déstabilise le système et après, on a des grands amas de bactéries. C'est encore plus difficile à gérer. Utiliser, manger. L'homme, tout ce qu'il mange, il diminue. Et si on veut diminuer la quantité de méduses, il faut les manger. Et c'est pas mal, c'est pas mal du tout. Mon fils m'a amené l'autre jour ici, pas loin, dans un resto chinois. Donc j'ai pris immédiatement le plat de méduses. Et bien, je me suis régalé. En plus, c'est hypocalorique. Ça dépend de l'assaisonnement. Ça peut être croustillant. C'est bon à manger. Par contre, il faut le faire par les Asiatiques parce qu'il faut savoir comment découper afin de ne pas consommer des parties, vous savez, les nématocystes, les flèches qui piquent, parce que ça peut déclencher des ulcères. Mais eux, ils sont spécialistes là-dedans, et donc vous pouvez acheter aussi dans les supermarchés chinois, ce qu'on a fait déjà, et c'est tout à fait consommable. Mais à part ça, il y a toute une technologie qui se développe maintenant autour des méduses. Là, je n'ai pas mis, mais il y a des nanoparticules qui sont des vecteurs très intéressants pour les différents produits chimiques, protéines ou médicaments qui sont en train d'être extraits de l'ombrelle des méduses. Il y a bien sûr collagène, antioxydants, des différents médicaments, des neuroprotecteurs cosmétiques. Et même les panneaux solaires, on peut remplacer par certaines parties extraits de la méduse, les métaux rares et métaux lourds qui font la connexion électrique dans les panneaux solaires. Donc, les rendre un peu plus verts. Voilà. Je vous remercie.